Alors, d'après l'usine nouvelle, et c'est une bonne chose, il y a eu cette année 2 fois plus d'ouvertures de sites, d'usines que de fermetures. Alors, est-ce le début de la réindustrialisation de la France? On en parle avec vous, Philippe Escande. Bonjour. Bonjour David. Ça va? Oui, très bien. Éditorialiste au Monde. On se réjouit à la lecture de ce chiffre, Philippe. C'est une bonne nouvelle que les usines reviennent. Vous avez les chiffres? Oui, oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle. D'abord parce qu'on était plutôt dans une ambiance assez morose. La semaine dernière, enfin en tout cas en début de semaine, on vivait au rythme des métallurgistes de l'Aveyron, de la société SAM, dont la société qui fabrique des carters de moteurs pour Renault venait de fermer, avec des milliers de gens qui étaient dans la rue parce que c'était très important dans cette région. Puis hier et aujourd'hui, c'est les verreries d'Arc qui sont obligées de demander à l'État une nouvelle aide pour éviter de licencier et d'accroître leurs difficultés. Donc on est dans une ambiance où on a l'impression effectivement que la désindustrialisation se poursuit en France. Ça fait à peu près 20 ans que ce cycle est engagé. Et puis, on a effectivement cette bonne nouvelle de notre confrère l'usine nouvelle. 53 sites ouverts, 24 fermés. Alors bon, les chiffres peuvent évidemment varier, mais c'est quand même intéressant. On voit que ça touche des domaines comme l'agroalimentaire, comme la pharmacie, l'énergie, parfois aussi avec des start-up qui commencent à se lancer, comme Insect ou dans le domaine de l'hydrogène. Donc, c'est intéressant. Alors c'est surtout en forte baisse par rapport à 2019 parce que évidemment on parle des fermetures là. On parle des fermetures. Ou des fermetures, oui. Bien sûr, parce que il faut pas oublier que 2020 on a tout mis sous cocon grâce aux aides de l'État, au quoi qu'il en coûte, et donc il n'y a pas eu de faillite. Donc du coup, comme il n'y a pas eu de faillite, il n'y a pas vraiment eu de fermeture non plus. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'en 2021 on soit encore un peu sous ce régime. On sort de l'anesthésie, donc il faut prendre ce chiffre des baisses de fermeture quand même avec des pincettes. Parce que il y a encore des prêts garantis, il y a encore un certain nombre de dispositifs d'aide qui font que on n'est peut-être pas dans un régime encore tout à fait normal. Et puis après, est-ce que c'est la fin de la désindustrialisation Avant de répondre à juste Philippe, avant de répondre à ça, juste quelques. Oui. Quand on parle d'ouverture de sites, c'est quoi? Ce sont des usines, des entrepôts, des centres de recherche ou tout ça cumulé? Ouais, c'est tout ça cumulé. Alors leur chiffre ne tient pas compte des extensions, parce qu'il y a aussi des gens qui font des extensions. Alors comme il ne tient pas compte des extensions, il ne tient pas compte non plus des réductions. On sait que extension, c'est agrandissement d'usine, c'est ça, de ligne de production. Extension, ça peut être agrandissement d'usine. Et puis réduction, c'est on ferme une ligne à l'intérieur d'une usine. Ça, les constructeurs automobiles qui savent bien que c'est très mauvais médiatiquement et puis pour les territoires de fermer une usine, sont les champions des fermetures de lignes, c'est-à-dire des réductions du nombre de personnel à l'intérieur d'une même usine. C'est comme ça, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on réduit les effectifs sans que ça fasse les gros titres dans la presse, c'est ça Oui, tout à fait. Et le gros de la désindustrialisation, il est passé d'ailleurs par là. Ça, c'est possible dans les très grands groupes. C'est pour ça que, de toute façon, les grands groupes industriels français n'embauchent pratiquement plus en France et diminuent de taille. Les Michelin, les Renault, les PSA, des entreprises comme ça, elles réduisent le personnel, mais elles ferment le moins possible de sites. En revanche, c'est pas possible dans des petites PME comme ça, parce qu'il y a un ou quelques sites et que donc quand on réduit, on est obligé de fermer carrément des capacités entières. Mais vous avez eu raison tout à l'heure de dire que la logistique est importante là-dedans, parce que c'est vraiment le secteur en plein boom. Et quand je parle notamment de l'agroalimentaire et de domaines comme celui-là, c'est aussi beaucoup la construction de nouveaux entrepôts. Quelques exemples, sinon, Philippe, d'ouverture justement de sites un peu partout sur le territoire, en dehors des entrepôts. Il y a par exemple l'usine nouvelle cite en premier l'exemple
de laiteries dans le Maine-et-Loire, qui vont dans le Loir-et-Cher et le Maine-et-Loire, qui vont à la fois agrandir une usine d'embouteillage et puis créer un très grand entrepôt pour vendre, pour stocker, faire la logistique de leurs produits. On a aussi donc effectivement parlé de Insect, là la start-up qui se lance, qui veut faire de la nourriture animale à partir d'insectes, voilà. Et il y a pas mal d'entreprises dans ce domaine qui sont en train d'ouvrir, qui travaillent ou qui investissent dans de nouvelles capacités. Il y a Forestia aussi, non, qui a ouvert. Alors Forestia, oui, c'est effectivement dans le Doubs. Ils vont créer un hub qui réunirait effectivement notamment de la recherche et du développement. Ouais. Bon, il faut rappeler, Philippe, que ces usines, ces sites sont des courroies de transmission, des vecteurs importants de ce qu'on appelle le lien social dans les territoires. Oui, alors il faut dire au-delà de l'impact sur l'emploi. Oui, absolument. Alors d'abord, c'est effectivement depuis le 19e siècle, la fin du 19e siècle, c'est effectivement la colonne vertébrale du lien social dans beaucoup de villes et de territoires, un peu hors des métropoles. C'est pour ça qu'on a une vision un peu déformée dans les métropoles, parce que les usines sont parties depuis bien longtemps, mais dans ce qu'on appelle les territoires, c'est-à-dire par exemple de Casseville dans l'Aveyron ou dans le Maine-et-Loire, dans des endroits comme ça où ils sont adossés à des bourgs ou des villages. Eh ben, c'est très important. À l'époque, c'est eux qui avaient le club de football. C'est pour les desservir qui avaient des réseaux de transport en commun. Et puis toute la vie sociale se structurait autour de ça. Les cadres avaient leur résidence à côté, les ouvriers avaient effectivement du logement social pas très loin, etc. Donc c'est toute cette construction qui s'est extrêmement développée après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été mise à mal par la désindustrialisation, plus finalement que le chiffre lui-même de l'emploi, parce que l'emploi dans l'industrie, c'est aujourd'hui 10%, avant c'était jusqu'à 20%, mais ça n'a jamais été totalement majoritaire. On sait que les services emploient beaucoup plus de gens, mais par contre, l'industrie est un facteur de lien social qui est extrêmement important pour tous ces territoires. Et c'est pour ça que périodiquement, les politiques s'inquiètent. En plus, c'est très médiatique parce que ça touche des zones où il y a souvent qu'un seul employeur dans la ville ou dans le village, enfin en tout cas très peu. Et donc c'est pour ça que les politiques ont toujours été attentifs et que là, il y a un certain nombre une forme de mobilisation autour de cette réindustrialisation. Mais malheureusement, ou en tout cas, elle ne passera pas uniquement par des aides et elle devra emprunter un chemin qui est compliqué, qui est celui de la compétitivité coût. Ouais. Donc juste Philippe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on se satisfait, enfin on applaudit évidemment avec ses deux mains cette bonne nouvelle d'avoir 2 fois plus d'ouverture que de fermeture de sites industriels notamment. Mais voilà, il n'y a pas de réindustrialisation massive en France et parce qu'il y a une question, je vous ai coupé, de compétitivité, c'est ça? On y revient? Oui, bien sûr, on y revient. Quand il y a des PME dans la fonderie, par exemple, ce sont celles il y en a énormément qui ferment en ce moment. Donc, je citais le cas de Sam, mais il y a eu les fonderies du Poitou, il y en a eu beaucoup d'autres, les fonderies de Bretagne, etc., qui fabriquent des moteurs pour les constructeurs automobiles. Alors, les constructeurs disent oui, mais c'est parce qu'on fait le virage vers l'électrique. Et les syndicats font remarquer que non, c'est pas tout à fait vrai parce que leurs usines, en fait, elles sont transférées en Pologne ou en Tchéquie pour faire la même chose et que donc c'est pas pour arrêter de fabriquer des moteurs, mais juste pour les transférer. Alors les deux sont vrais en fait. C'est-à-dire que le transfert vers la voiture électrique, ça va occasionner des coûts supplémentaires très importants. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, il dit que ça renchérit de 50% les prix d'une voiture. Alors, quel que soit ce coût, c'est de toute façon beaucoup plus important. Et comme c'est plus important, il faut
on ne peut pas augmenter le prix d'autant, sinon on n'a plus de clients. Bah oui, toute la classe moyenne ne peut plus acheter de voiture. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des gains de productivité. Et qu'est-ce qu'on fait pour des gains de productivité? Il n'y a pas beaucoup de solutions. On peut automatiser, bien sûr. On peut mettre la pression sur les fournisseurs, évidemment. Et puis, il y a le facteur salarial. Et donc, si on fait des produits qui sont plutôt moyen de gamme ou bas de gamme, et les voitures à essence deviendront fatalement des produits moyen de gamme ou bas de gamme, eh bien, il faudra les produire pas cher du tout. Et donc, c'est pour ça qu'on délocalise. Donc, les deux sont en fait liés. Et donc, c'est insoluble. Attendez, donc c'est insoluble? Non, c'est pas insoluble. Simplement, quand on réindustrialise, il faut créer des industries dans lesquelles la pression du coût final sera moins importante. Autrement dit, il faut plutôt viser le haut de gamme que le bas de gamme, parce que sinon on s'en sortira pas. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication point de vue signé Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe. Merci David. Bon week-end, salut.